Avec vous sur Sud Radio pour les débats, avec aujourd'hui Christine Bouillot. Bonjour Christine, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour à vous Régis de Castelnau, vous êtes avocat, vous avez un blog Vue du droit et votre dernier livre Une justice politique vient de paraître aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Nicolas Jeantet, bonjour, directeur des Centristes et conseiller de Paris. Et Sophie de Menton, bonjour, vous êtes chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour à vous. On va revenir évidemment aujourd'hui sur le match de foot de ce soir, mais plutôt pour parler donc de cette annonce qui a été faite. Les Bleus mettront un genou à terre pour lutter contre les discriminations. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est, comme le dit notre ami Philippe Bilger, un engagement de pacotille? On y reviendra évidemment. Gérald Darmanin qui annonce une tolérance de la mansuétude. Voilà, pour le couvre-feu lors des matchs. Alors à quoi bon maintenir ce couvre-feu? Je ferai une petite confidence. Hier soir, je suis rentrée après le couvre-feu. Eh ben Valérie, moi ici à 23h, j'ai exprès pris mon vélo et j'ai fait un tour dans Paris. Et on vous racontera, il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, absolument. Est-ce que vous aviez des frissons, Valérie? Oui, bien sûr. J'étais en voiture et je frissonnais à chaque carrefour. Je n'ai pas vu un policier. J'ai vu beaucoup de voitures, quasiment des embouteillages. Et beaucoup d'amoureux dans les rues. Oui. Et puis les gilets jaunes, peuvent-ils renaître avec la crise sociale? On en a parlé un petit peu hier. C'est vrai que la crise sociale risque d'être très forte. Quelle réaction? On en parlera avec vous. Alors coup de cœur, coup de gueule. Commençons peut-être avec vous, Christine. Alors moi je voulais revenir, alors c'est une forme d'avertissement en pleine campagne électorale sur la facilité que nous avons, nous médias, à aller parfois un peu vite en besogne. C'est à propos de la vidéo. On l'a vu ce week-end, Éric Dupond-Moretti, le candidat RN Damien Rieu dans Nord-Pas-de-Calais, une vidéo qui a été postée, c'est en regardant hier soir l'émission Quotidien avec mes enfants, pour tout vous dire, que j'ai réalisé qu'on avait été un peu vite en besogne. En réalité, cette vidéo, elle a été montée par le candidat RN lui-même, donc forcément, elle est à son avantage, puisque la vidéo fait 2 minutes, celle qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, vue des millions de fois et commentée. Alors que la version intégrale, elle fait plus de 4 minutes. Donc les 2 minutes qui n'étaient pas à son avantage, c'est le jeu, ont été retirées. Donc on a été un peu vite dans la façon dont les choses ont été résumées, dans la façon dont le ministre de la Justice a pu répliquer lors de cette altercation. Je dis pas que c'était bien ou pas bien et qu'il a bien répondu ou pas bien répondu, mais j'alerte un tout petit peu sur attention. Des fois on va un peu vite, on oublie le début, on oublie le milieu et on oublie la fin. Et on oublie que c'est fait pour aussi être commenté et que parfois c'est là, enfin ça se voyait que la vidéo était extrêmement montée. Alors ça se voyait, oui et non. Ça dépend pour qui, moi non. C'était assez facilement effectivement grossé, mais pas vu que c'était monté. Moi je l'ai vu, j'ai vu que c'était monté. C'est une experte. Je suis un expert. Oui. Régis, un avis sur votre bien-aimé garde des Sceaux? Oui, non, je suis tout à fait d'accord concernant cette prudence qu'il faut avoir. Que Damien Rieu ait fait ça, c'est assez logique, mais on aurait dû être dans les commentaires peut-être plus prudent. Surtout que Damien Rieu, à un moment, reproche à Dupond-Moretti d'avoir défendu Mera, et ça, l'avocat que je suis n'accepte pas ça. Je veux dire, il faut qu'il y ait... ou Mera, on le tue, c'était le frère en l'occurrence, et puis on le juge pas, mais si on le juge, il doit avoir un avocat, et donc il avait raison, à l'honneur de Dupond-Moretti de l'avoir fait. Alors j'ai fait un complément sur Dupond-Moretti. Maintenant, je vais en parler plus sérieusement. Je veux dire, il n'est pas à sa place. Enfin, il fait dans les prétoires. Dans les prétoires, il a cette espèce de style. Il est rude, il est souvent grossier, etc. Moi, ce que j'ai remarqué, c'était moins la vidéo avec Damien Rieu que celle avec Ruffin. Ruffin parlait à Pannier-Runacher, vivement, ils se connaissent. Il s'est mis en permanence entre les deux. Ruffin l'a considéré comme transparent et il en a rajouté, il a été grossier, il est venu avec des arguments débiles. Là, je veux dire que moi, je trouve que la vidéo Ruffin est beaucoup plus calamiteuse que celle de Rieu. Et là, il n'y a pas eu de montage, je ne crois pas. Je suis entièrement d'accord, je trouve ça pas glorieux quand même, pour un ministre de la Justice d'être à ce niveau de débat. Et j'ai envie de dire, mais
quelle idée a eu la LREM d'envoyer leur ministre, qui a un boulot énorme en ce moment, la réponse pénale n'est pas souvent à la hauteur de beaucoup de choses, quelle idée de l'avoir envoyé dans les Hauts-de-France. Et puis, dernier sujet, le combat d'ailleurs de Daniel Moretti, c'est contre les idées d'extrême droite. Désolé, je le répète encore, mais les électeurs aujourd'hui du Rassemblement national, ne votent pas pour des idées d'extrême droite. Ils votent parce qu'ils ont un ras-le-bol, parce que la gauche et la droite n'ont pas réussi à aborder, à résoudre beaucoup de problèmes, notamment celui de la sécurité et de l'immigration. On ne s'est jamais emparé vraiment de ces sujets, mais quelle galère d'envoyer Dupond-Moretti. Alors je partage tout ce que vous avez dit. Je suis beaucoup plus embêtée par ce non-respect de la classe politique. Alors vous allez me dire, il le cherche bien, il le mérite, etc. C'est compliqué. D'abord, je trouve ça lamentable. On n'a pas à parler sur ce ton à un ministre, alors encore moins à souffleter un président de la République, quoique c'est toujours arrivé dans l'histoire. Mais alors, il cherche absolument une proximité cool. On est dans une société où il n'y a plus de respect, où on est mal élevé, où tout le monde se tutoie. Pourquoi pas? Mais je veux dire, il y a une espèce de coolitude des mœurs. Et alors, les politiques veulent être comme tout le monde. Ils veulent être monsieur tout le monde en disant ça va faire de la proximité. Je trouve ça terrible. C'est terrible pour la démocratie. Et s'il n'y a pas une distance et qu'on ne respecte pas notre classe politique, on va arriver aux pires extrêmes. Et je suis d'accord avec vous, ils le cherchent. Ils le cherchent on les respectera quand ils seront respectables. Oui, je sais pas si c'est respectable, les grimaces et les galipettes dans les jardins de l'Élysée. Moi, je respecte pas ce président. C'est ce que je dis. Ils cherchent ça pour être... De ma part, je le considère pas comme un président légitime. C'est honteux. Régis, je suis entièrement d'accord. Quant à Marlène Schiappa, n'en parlons pas. Vous avez vu le meeting? Oui, on en a parlé hier. Elle envoyait des ondes positives au président Macron. Non, mais enfin, on est dans quel monde là? Régis, alors, Christine Bouillot, je voulais revenir parce que tout le monde tombe effectivement sur cette vidéo avec McFly et Carlito. Moi, j'en pense rien. Non, mais c'est ce que disait Régis, quand on parle des grimaces, etc. C'est voilà, est-ce que vous en avez discuté avec des jeunes autour de vous? Oui, ils adorent. Ils adorent. Ils adorent. Ils aiment aussi les frites. À commencer par mes enfants, j'en ai 5. Oui, enfin, c'est pas ces jeunes d'ailleurs qui iront voter, parce que je vous rappelle qu'un jeune sur 5 ne va pas voter aux élections. Non, mais attendez, on parle de McFly et Carlito, et c'est l'argument. Ah ben oui, les jeunes étaient contents. Je sais pas comment on a fait les sondages, mais je vous parle de Saint-Martin aussi. Il y a 10 exemples de cette façon-là. Quant à la séquence atteint l'Ermitage, quand on voit les photos, où il y avait une mise en scène où il arrive en bras de chemise, on prend les vues pour faire croire qu'il y a une foule alors qu'il y avait 3 pelés intendus. C'est vrai. Vous avez raison. Oui, mais c'est la com. Non, mais je les défends pas. Vous avez 1000 fois raison. Je suis la première à critiquer ça. C'est du marketing politique. Il faut de la com. Et nous le cherchons bien. Moi, je suis toujours en train de regarder la responsabilité individuelle. Il y a aussi, on a besoin qu'il soit proche de nous. On dit qu'il est méprisant dès qu'il y a une distance. Je veux dire que je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Ça me navre. Mais on le cherche bien. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On prendra le temps de votre tour de table et vos coups de cœur et vos coups de gueule sur Sud Radio. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va parler des Bleus qui ce soir mettront un genou à terre pour lutter contre les discriminations. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un humanisme de bazar? J'ai repris l'expression du tweet de Philippe Bilger ce matin. Gérald Darmanin qui annonce de la mansuétude pour le couvre-feu lors des matchs. Donc on se pose bien la question de savoir à quoi ça sert. Et puis les gilets jaunes peuvent-ils renaître avec la crise sociale? En tout cas, continuer ou se remuscler puisqu'ils sont toujours là et qu'il y a toujours des gilets jaunes qui manifestent régulièrement le samedi. Pour débattre, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Régis de Castelnau, avocat, Vue du droit, c'est votre blog, votre livre, c'est une justice politique aux éditions L'Artilleur. Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Alors on continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Nicolas, vous, c'est un coup de gueule? Ah oui, c'est un coup de gueule sur le classement pour prescription de l'affaire Olivier Duhamel. Je trouve ça insensé, d'autant qu'aujourd'hui, il y avait matière à poursuite. C'est-à-dire qu'Olivier Duhamel, à la brigade des mineurs, a plus ou moins avoué effectivement les faits, et que donc les deux protagonistes de l'affaire
sont en vie. Donc ce genre de choses, on aurait pu totalement le juger. C'est la loi, c'est la loi. Justement, je demande au législateur peut-être d'évoluer la loi. On l'a évolué déjà cette loi. Elle était d'avant 10 ans après les faits, après elle était 30 ans après la majorité. Je pense qu'il peut y avoir aujourd'hui, on pourrait peut-être abandonner la prescription pour ce genre de crimes et de délits. C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Là, il y avait matière à poursuite. Je pense qu'il faut libérer la parole plus tôt. Et ça, c'est un mauvais signe pour tous les jeunes qui ont envie de libérer leur parole. C'est compliqué. Et parfois, ce qu'expliquait un je crois que c'était un avocat, qui disait que, en fait, la prescription fait que parfois la parole se libère au moment de la prescription. Donc que cette date butoir, enfin moi, ça m'a fait changer un petit peu. Je ne sais pas ce qu'en pense si l'avocat. Je suis un peu scandalisé par ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce que c'est que la prescription? Qu'est-ce que c'est que la prescription? C'est une contrainte liée au fait que pour pouvoir condamner quelqu'un, pour lancer un procès, pour lui infliger une peine, c'est-à-dire une violence légitime considérable, on considère qu'il faut respecter des règles de preuve, des règles de bénéfice du doute, etc., etc. On ne peut pas juger des faits 10, 15, 20, 30 ans après. Les témoins sont morts, les choses oui, mais là, ils sont pas morts. Ils sont en vie et les deux protagonistes reconnaissent les faits. Ben oui, sauf que la femme de Duhamel est morte. Bon, et oui, ce témoignage aurait pu être intéressant. Non, ce que je veux dire... Bah si, quand même. Ce que je veux dire au bout d'un moment, c'est que on peut aussi déclarer imprescriptible comme le crime contre l'humanité. Le crime de guerre n'est pas imprescriptible, je vous rappelle. On peut considérer qu'une contravention de stationnement devrait être imprescriptible. Non, mais n'allons pas jusque-là. Non. On focalise sur quelque chose. Je suis tout à fait désolé. Des faits se sont produits. À ce moment-là, il y a eu une espèce d'omerta. Si effectivement autour de lui les choses avaient été dites, je suis tout à fait d'accord. À ce moment-là, il aurait fallu le juger. Aujourd'hui, les conditions pour un jugement équitable n'existent plus. Dire que les plaignants sont en vie, ils ont une vie derrière, 20 ans, 30 ans, etc., etc. C'est tant mieux d'ailleurs. Mais venir dire, vous avez besoin d'une cérémonie expiatoire. La mort sociale de ce monsieur, elle est actée. Et puis surtout, le procès qui a été fait. Le procès qui a été fait est celui de ce milieu, et celui de cette gauche caviar, etc. Il a été fait, celui-là. Notre société n'a rien à gagner à une espèce de cérémonie expiatoire comme ça. Et alors, je suis bien d'accord. Et les époques ne sont pas les mêmes, en plus. Ces prescriptions rallongées permettent... tout un tas de débordements, de gens qui sont mal dans leur vie, qui se réinventent des choses, etc. J'en ai vu des dizaines passer d'affaires comme ça, avec des familles détruites a posteriori, etc. Gardons nos principes. Ils sont fondamentaux et ils protègent qui? Les innocents. Absolument, bravo. Je suis pas d'accord. On peut entendre Sophie. Sophie, votre coup de gueule? J'avais un coup de gueule parce que j'apprends que les jeunes, les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas être vaccinés, sans leur propre autorisation. C'est-à-dire que les parents qui disent à une petite fille ou un garçon de 14 ans, tu vas te faire vacciner. Non, il faut son autorisation. Et je trouve que cette espèce de dérive justement va dans le sens de cette dérive générale. Non. Un jeune obéit à ses parents, même s'il a 16 ans, on en parle chez soi. De toute façon, on ne peut pas l'emmener enchaîner, se faire vacciner. C'est l'occasion d'en débattre. Au sein de la famille, c'est vrai. On n'a pas besoin de l'autorisation d'un mineur pour le vacciner. Sinon, le diphtécoque à 6 mois, on fait quoi aussi? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et il y a une espèce, ça fait partie de cette culture de la permissivité. Et de la considération. Je pense que les jeunes ont besoin de discipline. Oui, absolument, je suis très ringarde. D'éducation, là, c'est l'horreur. Je sens qu'il y a des auditeurs qui vont hurler. Je pense qu'il faut un peu plus d'autorité, un peu plus de... et donc vacciner les ados contre leur gré. De toute façon, vous n'allez pas vacciner un ado contre sa volonté parce que bon courage. Et encore une fois, il faut l'emmener, le tenir pendant qu'on fait la piqûre, donc ça ne marche pas. Donc ça tombe sous le sens qu'il y aura une discussion. Le môme qui dit « je veux pas les parents aussi qui sont un peu bloqués. Mais donc, c'est pas à qui que ce soit, et il n'y a pas d'interdiction à mettre si l'ado ou si l'enfant ne veut pas se faire vacciner. Ouais.
Oui. Bon, moi, c'est très important la vaccination pour les mineurs. J'estime que c'est un véritable réservoir à virus, ces jeunes, notamment aux variants. Et il faut absolument que les adolescents se vaccinent si on veut atteindre l'immunité collective. Parce qu'effectivement, ils se auto entre eux et ils ramènent à la maison un variant indien. Et comme par hasard, la grand-mère qui n'a pas voulu se faire vacciner pour X raisons, l'attrape. Et là, on commence à repartir sur... Donc il y a deux sujets. Il y a l'utilité du vaccin pour les enfants et il y a le fait que les enfants n'ont pas décidé. Ouais. Vous en pensez quoi, Christine ? Attendez. Pardonnez-moi, mais je pense que l'idée de départ, c'est d'en parler avec eux et d'être sûr qu'effectivement, en arrivant au centre de vaccination, le consentement est éclairé pour tout le monde, à savoir les deux parents. Je pense aux enfants. Les deux parents, Sophie, il faut que le père et la mère soient d'accord pour se vacciner, ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles où les parents ne vivent pas ensemble, pour X raisons. Mais que les parents soient d'accord, c'est une chose, oui. Oui, mais l'enfant est au milieu. Donc, si vous voulez, je pense que l'idée, au final, au bout du bout, c'est de voir si l'enfant... C'est évidemment que lui, il a peut-être difficilement du recul, mais c'est de savoir s'il fait ça en pleine connaissance de cause et il sait pourquoi il le fait. Donc, c'est pour ça aussi que l'autorisation est demandée. On aurait dit, on les fait vacciner sans l'autorisation des parents. Je ne sais pas ce qu'aurait dit un camp mais c'est pas du tout pareil. Il y a un mineur et des parents responsables. On peut pas comparer. Bien sûr qu'il faut que les parents soient d'accord. C'est les parents qui éduquent leurs enfants quand même. Oui. Je pense que là, on a peur des antivax. Donc c'est pour ça qu'on demande l'autorisation à tout le monde pour se faire vacciner. Un auditeur me dit qui s'est fait vacciner parmi les invités. Curieux de savoir combien de propagandistes se sont fait piquer. Moi, j'ai été vaccinée. J'ai eu mes 2 doses. Sophie, vous avez été vaccinée. J'ai eu mes 2 doses Nicolas aussi. Régis aussi. Et Christine, qui est plus jeune. Pareil. Et mon fils qui a 21 ans, je l'ai emmené. Oui. Il était totalement réticent au début. Et puis il s'est dit, mais finalement, pour aller en boîte de nuit cet été, alors, ils ne seront pas ouverts, ça attendez, on en reparlera. Mais si je veux aller en boîte de nuit cet été, il faudra peut-être que je me fasse vacciner. Et donc finalement, il y a été. Et mes enfants sont vaccinés également. Mes petits-enfants dont le grand-père est mort du Covid ont complètement changé d'attitude. Quand on a un grand-parent ou un parent qui a été malade, les enfants sont très responsables. Mais je crois que les adolescents sont beaucoup plus responsables qu'on le croit. Voilà, beaucoup plus responsables. Régis. Moi, je pense que c'est une question délicate et finalement qui se pose en termes très pragmatiques. C'est vrai que la communication, les réseaux font qu'aujourd'hui le courant anti-vax, le courant un peu irrationaliste, il est en train de disparaître. Je sais pas. Pleine page dans le monde hier de. Je sais pas, mais moi j'y suis opposé. Donc et puis il y a la question, bien évidemment, la vraie utilité, ce serait la vaccination obligatoire, mais on considère qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, et je crois que c'est vrai ça. Donc pour la question, c'est vrai que ça fait bizarre de dire les parents, c'est-à-dire les responsables juridiques, ceux qui ont la tutelle sur les enfants et qui peuvent prendre des décisions à leur place, c'est pas suffisant. Il faut aussi l'avis de l'adolescent. C'est vrai qu'à partir de 14-15 ans, si l'adolescent ne veut pas, alors bon courage. Oui, c'est ça. On n'y arrivera jamais. Exactement. Non, c'est le vrai problème. Le vrai problème, je pense que c'est l'acceptabilité sociale de ce vaccin et la force encore du courant anti-vax que je déplore. Mais c'est pas facile. Là, je vais être indulgent vis-à-vis des pouvoirs publics qui essayent de trouver le moyen pour une fois, absolument. le moyen d'être. Ils sont bien rattrapés sur la vaccination. Mais je dirais que c'est sans doute pour les adolescents la première fois qu'une maladie pour lesquelles ils peuvent être vaccinés, contre laquelle ils peuvent être vaccinés, les touche de près. Ça fait 1 an et demi qu'ils vivent avec ça, qu'ils ont tout entendu, tout vu et qu'ils le subissent. Toutes les autres vaccinations que les parents font dans le cadre du carnet de vaccination et du protocole de vaccination, ils en font beaucoup, mais c'est aujourd'hui c'est un acte médical, on va dire quasiment normal et classique, qui ne pose débat pour personne ou pratiquement personne. Là, pour ces adolescents, le Covid, ils vivent avec, ils en ont parlé, ils en ont subi les conséquences. Donc peut-être que c'est aussi une logique de leur demander leur avis ou dans tous les cas d'être sûr qu'au bout du bout, ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils sont en train de réaliser comme acte médical. Je trouve pas ça idiot. Et les jeunes filles aussi, sur les maladies sexuellement transmissibles, il y a des vaccins maintenant et il faut leur expliquer à 14-15 ans qu'il faut le faire. Un auditeur, Cédric, me dit le fameux vaccin expérimental fait en 2 mois qui n'empêche ni d'être contaminé ni d'être
contaminant. Alors Cédric, essayez de regarder. Le vaccin, il n'a pas été fait en 2 mois. L'ARN messager, c'est une technique qui est sur laquelle les chercheurs travaillent depuis des années. Et puis contaminant, le risque de contaminer ou d'être contaminant avec le vaccin est de 0,0. Enfin, il est extrêmement faible et surtout de développer une forme grave de la maladie. Et il y a des gens, j'ai le témoignage d'un homme de 44 ans qui est à l'hôpital, qui est paralysé des 2 pieds, qui n'avait aucune pathologie. Donc c'est pas effectivement forcément la mort, mais ce sont des conséquences dramatiques. Votre vie ne sera plus la même si vous avez le Covid long aussi. C'est ça, mais c'est les Covid longs. Mais bon, écoutez, je pense qu'on non, mais surtout ce qu'a dit notre auditeur malheureusement est faux. J'ai un exemple, par exemple, de ma secrétaire qui s'est fait vacciner et 6 semaines après, son mari a eu la Covid. Elle a eu la Covid. Alors là, bon, alors sauf que elle a éternué 2 fois, qu'elle est allée faire une analyse pour savoir le variant et qu'on lui a dit que la charge virale était beaucoup trop faible pour qu'on fasse quelque analyse que ce soit. Elle était quand même positive. Donc ce vaccin est un écran extraordinaire. Ouais. Mais on ne convaincra pas ceux qui sont... Non, mais il faut pas dire des choses fausses. Respecter les gens qui ne veulent pas être vaccinés, oui, sauf que c'est pas seulement vous, c'est une immunité collective à laquelle on... Imaginez qu'on n'ait pas le vaccin aujourd'hui. Imaginez juste. Déjà qu'on n'a pas réussi. Déjà qu'on n'a pas réussi à convaincre Francis Lalanne, puisque quand le malheureux fouteux, j'ai vu ça en direct, le malheureux fouteux danois est tombé. C'était très impressionnant. Non mais c'est terrible ce qu'il a fait Lalanne. Et il a fait un tweet en disant il faut qu'on sache si c'est parce qu'il a été vacciné. C'est-à-dire que. Mais il n'a pas été vacciné. Obsessionnel. Ce joueur de foot. Non, il n'a pas été vacciné. Il n'avait pas été vacciné. Mais surtout, c'est terrible. L'esprit témoigne d'une pathologie. Oui, mais la désinformation est un terrible mal de la société. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors je pense qu'on vous réconciliera pas ceux qui sont contre le vaccin. Juste une réponse, parce qu'informez-vous, lisez. Une auditrice me dit, mais vous êtes vraiment sûr que le joueur qui est tombé n'a pas été vacciné puisque tous les joueurs italiens ont été vaccinés? Non, il n'a pas été vacciné. Il devrait l'être d'ailleurs. Oui, donnez-nous, Valérie, donnez-nous les sources pour se renseigner. Bah écoutez, ça vient de vous regarder, vous tapez Eriksen, Eriksen malaise. Il n'avait pas été vacciné. C'est donc à cause de Pfizer. Voilà. Si je me suis fait mal, si je me suis claqué un muscle mollet. Et surtout, qu'est-ce que c'est que ces raisonnements, quoi? Et surtout, la mort subite des sportifs existe avant. Pardon, Christine, vous qui êtes une spécialiste. Alors, sur l'histoire, pour la source, pour répondre à Sophie, elle a raison de donner la source, c'est la Fédération française et le médecin de l'équipe danoise, puisque Eriksen, dans le protocole de l'Euro, les joueurs sont vaccinés au sein de leur équipe nationale et pas de club, donc c'est un tout petit peu différent, et l'équipe danoise n'a pas été vaccinée, donc il n'a pas, je le répète, été vaccinés. Et tous les médecins l'ont dit. Après, on peut tout remettre en question, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est un fait avéré. Et cette histoire on va dire, de problèmes cardiaques, ce sont des faits connus chez les sportifs qui, malheureusement, sont indétectables, même s'ils sont ultra et archi surveillés. Ce sont des pathologies qui sont extrêmement compliquées pour les médecins du sport parce que elles sont quasiment invisibles, on va dire, même avec toutes les batteries de tests qu'ils font. Et pour les médecins, c'est un vrai défi. Il doit sa survie au geste, on va dire, du capitaine et des secouristes qui sont arrivés pour un massage cardiaque. Et est-ce qu'il pourra rejouer? Ça, c'est la vraie question. S'il a un problème cardiaque, il pourra vivre, ce qui est déjà effectivement. Mais informez-vous, cherchez les informations. Sur des sources scientifiques, on ne vous convaincra pas. Et pas sur les réseaux sociaux, les infos. Régis. Coup de gueule, rapidement, on a pris beaucoup de temps. Je vais dire du mal de Mélenchon, c'est très... Oh là là, tout le monde le fait. Lui commence le premier à s'envoyer des obus de mortier dans les pieds. C'était cette propension qu'ils ont tous à la France insoumise de se ruer dans les jupes ou dans les robes des magistrats. Ils déposent des plaintes sans arrêt. C'est d'autant plus critiquable qu'il avait été victime, je dis bien... Je suis la République. Aux opérations judiciaires, etc. Il m'avait demandé de faire un documentaire sur cette instrumentalisation de la justice que j'avais fait avec grand plaisir. Et depuis, ils passent leur temps à déposer des plaintes contre Finkielkraut parce qu'il avait s'était essayé au second degré, contre les militaires,
contre la vidéo débile du Papacito, c'est comme ça qu'il s'appelle. Sur la vidéo débile, ils ont demandé à leurs adhérents également de déposer. Il y a des centaines de plaintes qui ont été déposées contre le gars qui a lancé de la farine, qui est poursuivi, qui passera en jugement le 7 juillet, etc. Que la justice fasse son boulot, mais qu'est-ce que c'est que cette propension à se ruer vers la justice alors qu'on a dit exactement le contraire avant? Voilà, j'ai dit du mal de et qu'on critique la justice toute la journée en plus. Oui. Ben lui en particulier, et souvent à juste titre d'ailleurs. Bon, pour que personne ne se méprenne, j'ai voté Mélenchon en 2012 et en 2017, 2 fois déjà. Donc et vous voterez pour lui en 2022? Non. Ah bon, tiens, pourquoi Virage stratégique de début 2018, il emmène la gauche dans le mur, donc je ne veux pas voter pour lui, non. Ouais. Et aussi à cause de ce que je viens de décrire. Allez, on va passer à ce premier sujet, cette information selon laquelle ce soir les Bleus vont poser un genou à terre en signe de soutien contre les discriminations, pour lutter contre la haine raciale. C'est un signe qui est né aux États-Unis, ce genou à terre, qui vient de Black Lives Matter. Est-ce que c'est bien le rôle des footballeurs de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Pour une Nicolas, fois, moi qui suis contre les symboles, je trouve que ce symbole-là, vis-à-vis des jeunes de banlieue, je trouve qu'il est quand même fort. Alors moi, il faut bien sûr, un symbole doit être toujours accompagné, entre guillemets, de mesures. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir, mais je me suis battu contre les LGBT qui demandaient que le drapeau LGBT soit sur les murs de la mairie. Et j'ai toujours dit, ça sert à rien, faisons plutôt une action concrète avec les commissariats, proposons aux associations d'être dans les mairies pour accueillir du public. Là, c'est pareil, il faut que le symbole soit suivi d'actions très concrètes sur ce sujet. Mais en même temps, pour le jeune de banlieue, en Seine-Saint-Denis, qui regarde effectivement le match, ça lui rappelle un moment quelques réalités. Je pense que ça fait exactement le contraire. Bon. C'est-à-dire d'abord, là vous êtes en train de discriminer les jeunes de banlieue. Non, Mais je plaisante. Oui, de toute façon, dès qu'on dit quelque chose, on discrimine. Bon. Je crois qu'il faut apaiser. Et cette espèce de surenchère dans la repentance, oui on est raciste, on va montrer qu'on ne l'est pas, etc., est absolument contre-productif. Si je dis ça, c'est parce que c'est contre-productif. Apaisons la société. Arrêtons de dire que on a été épouvantable, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Je pense pas que un genou à terre qui va relancer ça donne un petit message aux jeunes, on dire voilà, le racisme il existe aujourd'hui, il existe. À terre, c'est une forme de soumission. Oui, enfin, je n'aime pas beaucoup ce geste, genou à terre. Pour moi, je comprends pas très bien. Et encore une fois, c'est pas du tout que je sois contre. Évidemment que je suis pour un monde non raciste et la reconnaissance de tout ce qui peut se passer. On va au-delà et on attise la haine toute la journée. Plus on en rajoute, plus on attise la haine. Oui, et les jeunes de banlieue, comme vous dites, il faut dire, alors vous voyez, Ce qui me gêne beaucoup, c'est que on importe des symboles américains. Oui, ça d'accord. Oui, désolé, moi je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de l'assassinat de Martin Luther King. Je ne suis pas responsable des lynchages dans le sud des États-Unis après la guerre de sécession, etc., etc. Je préférais un slogan sur le maillot du joueur. Mais enfin bon. Non, ça suffit. C'est une importation de valeurs américaines, d'un wokenisme américain. Moi, j'aime même pas ça. Cela étant, on est coincé. On est coincé parce qu'effectivement, en France, le foot, c'est l'immigration. Toutes nos équipes, toutes les vagues d'immigration ont de Kopaszewski le polonais à Platini l'italien, Fernandez l'espagnol, Pires le portugais. On a eu effectivement les maghrébins, on a aujourd'hui Benzema et tant mieux parce qu'il joue vraiment très bien, et on a beaucoup d'Africains ou d'origine africaine. Bon, tout est-il que effectivement ça peut plaire, ça peut effectivement. N'oublions pas que dans le foot, il y a deux mots essentiels. Oui, mais ça peut plaire à l'homophobie. Non, mais ça peut plaire à qui et est-ce qu'on n'est pas dans cette démarche de minorité qui aujourd'hui sont en train d'imposer. Pourquoi est-ce qu'on est coincé? On est coincé pourquoi? Parce que personne ne peut être pour le racisme. Non, attendez, non. C'est devenu un enjeu. C'est devenu un enjeu. Ce symbole, toutes les équipes d'Europe centrale refusent de le faire. Et quand les matchs ont lieu
en Europe centrale, ceux qui le font se font siffler. Et aujourd'hui, ces gouvernements d'Europe centrale, ces pays sont considérés comme populistes ou de droite. Voilà, c'est-à-dire que ne pas le faire, serait aussi un geste politique. C'est très important ce que vous dites. Qui le fait? Alors, Christine va pouvoir me répondre peut-être quelle autre équipe le fait. On y revient dans un instant et vous pouvez appeler pour nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Christine Bouillot, Régis de Castelnau, Nicolas Jeuneté et Sophie de Menton. Christine Bouillot, donc effectivement il y a les Belges et les Anglais qui ont mis des genoux à terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce soir, je vous annonce que l'Allemagne aura genou à terre aussi, ce soir, avec l'équipe de France. Donc, on ne sera pas les seuls. Moi, ce sujet me passionne parce que le sport et l'histoire, la politique se mélangent à longueur d'année et à longueur de l'histoire du sport. Alors, ça peut paraître anecdotique, on peut trouver que c'est de pacotille, ce que vous voulez. Ce qu'ils vont faire est un geste qui en dit long aussi sur ce que représente une équipe de France. Voilà. Qu'elle soit de football. Alors, je signale que la France, les Français, cette équipe de France a déjà mis un genou à terre, c'était lors du match amical contre le Pays de Galles le 2 juin dernier. Ça n'a posé problème à personne. Sauf qu'il y avait la coupure pub, Valérie. C'est pas pareil. Alors face à l'Allemagne, ça pose pas de problème, c'est de la repentance. Que l'Allemagne fasse la même chose, que l'Allemagne fasse la même chose, que certains pays fassent la même chose. Et je soulignerai aussi que ce geste-là a été fait par des équipes de rugby lors du tournoi des 6 nations, notamment le Pays de Galles. Donc c'est pas nouveau. Et alors peut-être que l'image du genou à terre qui est importée des États-Unis, Régis, je vous rejoins, c'est peut-être effectivement le symbole qui n'est pas tout à fait adapté, mais quand vous avez ces joueurs qui se mettent un genou à terre devant l'équipe de Russie dans le stade de Saint-Pétersbourg, quand on connaît les discriminations que subissent les homosexuels en Russie, etc., je trouve quand même que c'est un signal. Il y a un vrai symbole. Alors, on peut dire que c'est des enfants gâtés, des stars du football qui gagnent beaucoup trop d'argent, etc. Moi, je me mets à leur place. S'ils font pas, ça va pas. S'ils font, ça va pas aussi. Alors, j'ai envie de leur dire. J'ai envie de dire, ils représentent effectivement cette France multiculturelle. Il y a des joueurs français qui ont pris la nationalité espagnole et qui sont aujourd'hui dans l'équipe d'Espagne parce qu'ils n'ont pas leur place au sein de l'équipe de France. Donc ça veut bien dire que ça rayonne aussi. Mais c'est important que ce soir, quand même, on puisse au moins discuter autour de ce geste. Mais je trouve que déjà rien que ça, c'est déjà pas mal. Déjà, on trouverait un autre geste, ça pourrait être tout à fait sympathique. Le point levé, un geste victorieux et positif. Le point levé, c'est pas mieux non plus. Mais un geste positif. Plutôt qu'un genou à terre. Et puis encore une fois, c'est bien dans le symbole. Je veux dire, Sophie, c'est bien. Je vous rappelle que c'est la compétition la plus suivie au monde, avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à faire changer les choses? Je dis que le monde est en train de glisser sur une pente. Je vais être très honnête avec vous, Valérie. Ça ne fera pas changer les choses demain matin. Le monde ne sera pas meilleur demain matin parce que les Bleus mettront un genou à terre. Ça, c'est évident. Mais ne pas le faire. Si au moins... Exactement. Mais si, déjà, rien que le fait de se dire, oui, effectivement, ça commence à faire beaucoup, tous ces problèmes, si déjà il y a un début de discussion autour de l'écran de télévision sur l'utilité de ce geste-là. Comme on le fait autour de cette table. Comme on le fait autour de cette table. N'oublions pas que le week-end prochain et la semaine prochaine, nous allons débattre du manque de votants et de candidats pour aller voter parce que c'est l'abstention. Et je pense que tous ces sujets-là, pour qu'il ait supplié de voter. Mais, il faudra peut-être trouver des solutions un peu radicales, en tous les cas, pour emmener les gens vers un bulletin de vote. Question d'une auditrice, Catherine, qui dit est-ce qu'ils vont faire pareil au Qatar? Alors, il faudrait peut-être. Pour les 6000 morts sur les... oui, mais la comparaison, à ce moment-là, on peut poser la question. Sur les chantiers, moi, etc. j'aimerais... Il y a pas mal d'hypocrisie aussi, parce que c'est le règne de l'argent. Cela étant, Christine, je trouve que les footballeurs ne sont pas spécialement bien payés. Ce sont de très grands artistes qui sacrifient leur jeunesse, qui ont des carrières très courtes. Toute la planète les regarde. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils soient payés cher. Les grands artistes le sont, et ceux-là en font partie. J'ajoute que moi, je suis un peu gêné parce que l'histoire du symbole importé me gêne. Je pense qu'on ne peut pas y échapper, parce qu'il y a une dimension politique vraie. Je peux parler des pays d'Europe centrale. Bon.
j'attends que ça se passe et puis après je regarde parce que je regarde tous les matchs. Hein, ouais. Donc et puis naturellement je vais être nerveux pendant tout le match parce que la France gagne c'est bien, mais contre les Allemands c'est encore mieux. Ça c'est un match décisif important pour nous en termes de symbole. Juste pour savoir aussi que ce mouvement Black Lives Matter est extrêmement critiqué aux États-Unis. Sa fondatrice est accusée d'avoir gagné énormément d'argent, d'avoir plus de 3 millions de dollars de propriétés immobilières qu'elle est allée acheter dans des quartiers très blancs. C'est ce que rapporte un papier. Alors elle dit que tout cela c'est la tradition de terreur par des suprémacistes blancs d'avoir remis en question sa fortune. Mais tout ça, je suis désolée, le monde est sur une dérive. Bon, alors, je pense que ce n'est pas forcément utile. Je pense que ça peut être aussi contre-productif. Enfin, deuxième chose, arrêtons aussi de montrer du doigt et de critiquer tous les gens qui gagnent de l'argent, qu'ils soient footballeurs, chefs d'entreprise, etc. Il faut le faire vis-à-vis de certains pays où le racisme est important, où l'homophobie est importante dans le foot. Il faut le faire symboliquement. Oui, souvenez-vous, il y a 3 semaines, on débattait sur cette même antenne de ces livreurs Uber Eats qui étaient insultés et qui étaient battus même quand ils arrivent pour livrer. Si vous voulez, Sophie. La caissière, enfin, si vous voulez, c'est pas une généralité aussi. Arrêtez. On est en train de faire. Heureusement que ce sont des exceptions. On ne bat pas les livreurs parce qu'ils sont noirs. Mais ce que je veux dire, alors la presse est ravie de le mettre en exergue. Je suis contente qu'elle le fasse. Alors, ce n'est pas la généralité. Alors, allez-y. Est-ce que l'on peut finir? Est-ce qu'on peut juste se transposer sur le fait est que ces footballeurs ont pris la décision avec l'accord de leur fédération qui est quand même affiliée au ministère des Sports. Donc tout ça n'est pas non plus, ça sort pas du ciel, ça tombe pas nulle part, qu'il y a deux grandes équipes européennes aujourd'hui qui ne sont pas n'importe lesquelles, à commencer par l'équipe championne du monde en titre, qui va mettre un genou à terre pour symboliser cette lutte contre les discriminations. Évidemment que ça paraît, on pourrait dire s'ils le font pas. En fait, on est tous d'accord. Il y a simplement, c'est le genou à terre, ce symbole-là peut-être qui pose problème. On aurait pu trouver un autre symbole. Mais alors lequel on faisait des minutes de silence. Hein. Il y avait une minute de silence. J'ai beaucoup aimé les minutes pour lutter contre le racisme. Ouais, c'est bien la minute de silence. C'est une excellente idée. Voilà. Bon, plusieurs réactions. En Espagne, c'est ce qu'ils faisaient. La minute de silence me semble toutes mieux. les victimes d'ailleurs. Plusieurs réactions. Aurélien Pradier ce matin, qui était sur Sud Radio, dit ce genre de symbole, ça ne fait de mal à personne, mais c'est pas ce qui fait avancer les choses. Roxana Maracineanu, pour elle, elle exprime le gouvernement vient d'inscrire dans la loi pour les principes de la République l'engagement du mouvement sportif aux côtés de l'État pour lutter contre le racisme. Et donc, on a besoin du mouvement sportif. Voilà. Et puis, après, Thierry Mariani sur Europe 1, très sincèrement, je regrette. Black Lives Matter, c'est un drame, mais c'est un drame qui s'est passé aux États-Unis. C'est un drame qui s'est passé avec la police américaine. La police française n'a jamais eu ces dérives. Voilà, plusieurs réactions. Allez, on marque une... juste rajouter, Valérie, juste un tout petit truc, c'est que avec la sélection de Benzema, ça a provoqué naturellement des contradictions partout. C'est parti dans tous les sens. Moi, j'étais très favorable. Deuxièmement, il y a eu Youssoufa et son hymne, etc. Ça a clivé à nouveau. Là, il y a ça qui vient cliver. Alors, je dis pas, fallait pas le faire et tout. Je dis simplement que ce pays est à cran. On est d'accord là-dessus. Je vous conseille le papier très objectif du Parisien ce matin sur Youssoufa qui ne parle absolument pas de la phrase dans sa chanson sa carrière, et qui retrace de ce rappeur formidable. Et donc il n'y a pas un moment où on évoque la phrase qui parle de Marine Le Pen et qui dit et qui la traite de chienne. Donc c'est un papier d'une objectivité. S'il parle de Zemmour, mais c'est un papier d'une objectivité absolue. Alors on a un auditeur en ligne, Mohamed de Perpignan. Bonjour Mohamed. Vous invitez aux auditeurs. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir un petit peu sur ce genou à terre. Je pense que c'est quelque chose d'important qui restera dans l'histoire. Une minute de silence, ça ne reste pas. Et peut-être ce genou à terre le restera. Peut-être il faudrait qu'on sorte un peu tous dans notre confort, qu'on se voit, ou qu'on regarde ce qui se passe autour de nous. Il y a vraiment de la violence verbale, physique, à commencer par nos hommes politiques qui se respectent pas, qui nous respectent pas. Et je pense que c'est de là. Les réseaux sociaux, on en a besoin. Il y a trop de violence verbale sur les réseaux sociaux. On ne doit pas les supprimer parce que
c'est un sacré outil d'information. Mais peut-être qu'on devrait commencer. Nos politiques devraient donner un petit peu l'exemple. Et j'ai des bravos à ce genou à terre. Alors faisons un genou à terre avec 1 minute de silence en même temps. Et puis on joue plus au foot, c'est encore mieux. On arrête complètement le match. Quand est-ce qu'on joue? Je voudrais signaler à Nicolas, un auditeur très aimable toujours, qui dit allez vous faire foutre, bande de journalistes de fond de poubelle. Voilà, c'est le type de message c'est toujours qu'on sympa. reçoit. En tant qu'élu, je reçois aussi quelquefois. Jamais eu de problème similaire avec la police et c'est à nous de vous informer. Ce n'est pas moi. Il faut écouter quand on parle à la radio. C'est une phrase de Thierry Mariani. Donc j'ai donné les propos de la ministre des Sports. Je donne celle de Thierry Mariani. Ça ne veut pas dire que j'accrédite ce que dit Thierry Mariani. Qui souffre voilà. Sa radio. Voilà. Et on peut pas dire ça. Il faut écouter. Il faut écouter le débat. Mais il y a beaucoup de questions autour du Qatar. On nous dit qu'on est élu de la question. Qu'est-ce qui va se passer avec le Qatar, effectivement? Ça, c'est un vrai sujet. Parce que le Qatar, mais le Qatar, est-ce qu'ils vont vraiment organiser la Coupe du Monde d'ailleurs? Est-ce que non mais le Qatar, ça ne pose où les pas de problème. homosexuels sont très très à l'aise. C'est une vraie question. C'est pas un pays où l'égalité homme-femme est très très. Alors attendez, c'est moins qu'on puisse dire. Attendez sur le Qatar. Pardonnez-moi, mais là on entre encore une fois. Je vais défendre les joueurs. Excusez-moi, je suis peut-être la seule autour de cette table. Mais ce ne sont pas les joueurs qui désignent le Qatar pour organiser la Coupe du Monde, parce que les joueurs ils sont plutôt ennuyés. Non mais si on a une conscience, non mais Valérie, si on a une conscience politique, on va pas en Russie chercher des fonds pour alimenter son. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il faut que tout le monde. Pour alimenter quoi? Des partis politiques. Mais on parle pas des partis politiques. Non, mais quand je veux dire, quand on a une conscience politique, qui a perdu son titre parce qu'elle n'a pas voulu aller jouer compte tenu du statut des femmes et des homosexuels en Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'au contraire, il faut aller au Qatar. Il faut mettre le doigt où ça fait mal, parce que là, vous aurez des caméras du monde entier qui vont effectivement. Ils sont quand même obligés un peu d'améliorer leur image. Enfin, ils le feront pendant la Coupe du Monde et puis juste après, ça reviendra comme avant. Mais c'est pas les footballeurs. C'était la pire époque des années de plomb. Exactement. Arrêtons de dire que ce sont les footballeurs qui ne doivent pas aller au Qatar. Qui octroie le Qatar? Ce sont les responsables. C'est pas ce qu'on dit, mais il y a un engagement contre le racisme qui est tout à fait louable et qu'on ne peut qu'accompagner. Mais la question, c'est cette sélectivité, on va dire, de l'engagement. Face à l'euro sur le Qatar là aujourd'hui. Non mais Christine a raison. Les joueurs sont pas en première ligne pour ça. Ça, c'est pas eux qui ont décidé le Qatar, de toute façon. C'est tous les décideurs qui manient des sommes. C'est les droits télé, les droits télé, les diffuseurs, etc. Et le Qatar a fort probablement acheté sa désignation. Ce qui fait que la Coupe aura lieu en décembre au lieu et dans des stades fermés pour pouvoir les climatiser. Allez, vous avez un message sur Twitter qui dit que Valérie Expert et ses petits camarades, il serait bon qu'ils écoutent Sud Radio pendant midi avec André Berkoff. Je ne sais pas, il y a un message subliminal. Écoutez, il y en a pour tout le monde sur Sud Radio. Parlons vrai. Il s'agit de Rominou. Oui, il serait bon. Quel joli prénom. Écoutez, allez, on a des commentaires assez rigolos. On se retrouve dans un instant et on va parler de cette mensuétude du ministre de l'Intérieur. Mensuétude, le mot à la mode. Et on est ensemble jusqu'à midi. On va parler d'un autre sujet qui est celui du couvre-feu, de la mensuétude annoncée hier par Gérald Darmanin. Donc mensuétude pour le couvre-feu lors des matchs de l'Euro. Donc voilà, cette confidence. Nous n'étions pas ensemble hier soir, mais nous avons dépassé le couvre-feu, Nicolas, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues, qu'il n'y avait pas beaucoup de policiers, que certaines terrasses, il y avait encore du monde. Donc effectivement, alors vous, c'est sur le mot mensuétude, Nicolas. Mais vous savez ce que ça veut dire mensuétude? C'est disposition à pardonner généreusement. J'ai envie de dire à Gérald Darmanin, merci Monsieur le ministre de l'Intérieur de nous accorder que ces 2-3 heures pour rentrer chez nous après les matchs de foot. Non, moi je trouve aujourd'hui, on va peut-être rentrer dans le cœur du débat, c'est qu'il y aura après 15 mois de va-et-vient réglementaire, après 15 mois de privatisation de nos libertés individuelles, après aujourd'hui il y a 30 millions de primo-vaccinés, il y a à peu près 16 millions qui ont eu leur deuxième dose. Je pense que ce couvre-feu ne sert strictement plus à rien. Il faut trouver un équilibre aujourd'hui entre le sanitaire et le psychologique. On le voit, il y a eu le 2 poids 2 mesures en plus de ce week-end, on va pas revenir dessus, entre Roland Garros et les jeunes. Bravo.
coup de chapeau d'avoir fait ça, d'avoir laissé prolonger le match. Et en même temps, on a envoyé des gaz lacrymogènes sur les adolescents de 13 à 14 ans. Il n'y a pas de poids de mesure. Tout n'est pas équivalent. Non, il n'y a pas de poids de mesure. Je suis désolée. Je trouve qu'on avait un match inouï. En plus, c'était tellement exceptionnel. Peu importe. La parole politique est où, Sophie? Attendez, je finis la parole politique, quel message on donne aux jeunes? C'est venu. Non, Sophie. J'ai fini de haut. Les jeunes ont été très contents qu'on puisse voir la fin du match. Je dis juste que vider un stade, ça déconcentrait les champions. C'était épouvantable. Ça aurait changé. Mais la parole du président de la République, elle est où? Elle a donné satisfaction à la directrice de la Fédération française de tennis, qui, je le rappelle, est une copine, camarade de promo de l'ENA. Non mais attendez, quel message on donne aux jeunes? C'est pas ça, c'est qu'il y a eu une erreur politique. C'est jamais l'Élysée et le Premier ministre qui auraient dû accorder cette... que ça a été sympathique, apprécié par tout le monde. Je dis qu'on est en train... Aux jeunes qui étaient sur les invalides. Je peux finir ma phrase. Laissez finir Sophie, puis après on fait tourner la parole. Oui, mais on ne peut pas dire ça, Sophie. La parole politique est importante. Je le dis, et je dis qu'on est en train de finir en biseau. Je suis d'accord avec vous, c'est insupportable, on n'en peut plus de nos libertés. C'est bientôt fini là pour 15 jours. Ils y vont maintenant, l'état des invalides, j'y étais, j'habite là. Déjà, il fallait quand même disperser, on était obligés. Ils l'ont fait gentiment. Le ministre, de toute façon, il gueule. Il se fait insulter, il fait preuve de mansuétude, on se fout de lui. C'est ingérable en ce moment. Oui, vous avez raison, on n'en peut plus. Moi, je trouve pas mal qu'ils respectent les délais qu'ils avaient donnés, avec l'exception confirmant la règle. Voilà, c'est tout ce que je dis. Christine Bouillot. Oui, alors pour revenir sur le match de tennis, c'est vrai que c'était maladroit parce que vous aviez en frontal entre effectivement un match de tennis qui est regardé par, qui était accessible à la télévision. Alors je vais vous raconter sur les berges de la Garonne à Toulouse, les gamins parce qu'il faisait 35 degrés. Ils regardaient le match de tennis sur leur sur leur petit téléphone, tous dehors avec des bières, etc. Puis à 23h, on leur a dit il faut rentrer à la maison. Puis ils voyaient que le stade, enfin, vous voyez, il y a une espèce de... Oui, mais c'est oui. Vous avez raison, c'est pas normal. Oui, il y avait. Alors ça donne le résultat final. Ça aurait été du foot. C'était pareil. Donc c'était effectivement ceux qui sont dans le stade sont des privilégiés. Bref, c'est maladroit. Donc ce couvre-feu à 23h aujourd'hui, on sent bien que tout le monde a envie de le repousser, y compris ceux qui sont certainement dans les prises de décision, mais toujours est-il qu'il y a quand même aussi des médecins qui disent ce couvre-feu, alors d'abord à 19h, puis après à 20h, puis après à 21h, ça a quand même permis d'arriver à des chiffres qui sont quand même plutôt bons aujourd'hui, avec aussi la vaccination et aussi avec la météo. Donc 23h, on sent bien que ça va bientôt s'arrêter parce que ça, c'est positif. Donc la décision ce soir, la mensuétude ou pas mensuétude, mais le signal, il est le suivant, c'est parce qu'on en parlait aussi, on se dit mais comment on va faire rentrer les gens ce soir à 23h avec un match de foot qui est attendu par quand même beaucoup de supporters qui veulent le voir dehors, en groupe, devant des cafés, etc. Tous les soirs. Regardez ce qui s'est passé à Biarritz ce week-end. Voilà, c'est compliqué aujourd'hui de faire coïncider des mesures sanitaires. Laissons tomber ce couvre-feu. Mais alors on ne tient pas la parole politique. Non mais à un moment, être un homme politique, c'est anticiper et prendre des décisions. Et aujourd'hui, anticipons, les chiffres sont à la baisse, la vaccination est bonne, donnons un message positif aux Français. On nous a enfermés pendant 15 mois. Aujourd'hui, faisons preuve justement de mansuétude et de façon plus générale. La date. Voilà. Alors, Régis. Moi, je trouve. D'abord, j'étais devant mon écran le soir du match de la demi-finale, Nadal-Djokovic. Inouï. Cette séquence était épouvantable. Quand la veille, il y avait un match à 10h40, on a arrêté. Les joueurs ont été dans le vestiaire. On a évacué le stade, ça n'a pas posé un problème. Là, moi, quand j'ai appris, c'est tellement mieux quand il y a du public, quand j'ai appris qu'on pouvait continuer, j'étais content. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a M. Moreton qui est venu dire « Ah oui, c'est grâce à l'Élysée ». Et puis les gens qui ont applaudi. Et deuxièmement, on a entendu « Merci Macron, merci Macron ». C'était dégueulasse. Je veux dire, inadmissible. Comment montrer, et dans le même temps, le match se termine, magnifique, et on zappe et on voit les jeunes se faire évacuer, on voit les gaz, on voit les matraques, etc. C'était une exception. Mais il n'y a pas d'exception. Il y a des exceptions, l'exception confirme la règle. Vous êtes macroniste maintenant ? Alors, moi, ça me fait penser à une chose. C'est la loi. Et d'abord, c'est le fait du prince. Oui, mais bon, mon quartier, le 16e, vous pouvez rester. Exactement. Non.
Je suis désolé. Quand Monsieur Castaner a dit à Assa Traoré, les manifestations sont interdites, sauf pour vous. Rappelez-vous le tollé que ça a fait. Sauf pour vous, parce que c'était pas pareil, il y avait le BLM, etc. C'est cette espèce, je suis désolé, la loi n'est pas à géométrie variable. Si. Quand le directeur de la sécurité civile... Si, il y a 2 poids de mesure, et heureusement. Sinon, c'est une dictature. Je suis désolé, attendez, celui qui décide... C'est une dictature parce qu'on a des gens qui étaient un stade de tennis. J'ajoute Mais c'est bien l'exception. Des terminé, alors on fait une exception pour d'autres situations. L'application de la loi, c'est une infraction pénale. Il n'y a pas d'accommodement. Quand le directeur de la sécurité civile de la Manche a passé une consigne à ses services en disant ne faites pas respecter le confinement ou le couvre-feu pendant la période du Ramadan. Ouais, c'est ça, je me souviens. Je suis désolé, ça a fait un tollé et fort heureusement. Ça n'a rien à directeur voir. aurait dû être poursuivi. Non, je suis désolé parce que c'est passe-droit, parce que ça veut dire fait du prince, ça veut dire passe-droit et comme par hasard, ce soir-là, qui c'est qui a eu les passe-droits? Les bourgeois qui étaient les bobos de gauche. Et qui est-ce qui a eu droit aux matraques et aux dispersions avec les gaz? Les jeunes qui avaient envie. Je suis désolé. Non, mais vraiment, c'est tellement caricatural. Ça n'a pas de sens. Non, c'est une leçon de choses. Ah bah oui. Les clivages sociaux, c'est toujours caricatural entre les pauvres et les riches. Ah oui, c'est très caricatural. C'était une leçon de choses. Sophie, on n'est pas d'accord. J'ai compris que vous n'étiez pas d'accord. Et ben moi, je trouve que cette exception était vraiment innocente. Mais non, pas innocente venant de la part du président de la République. Je pense que l'erreur qu'on n'ait jamais C'est vu. le ministre qui dit très important. on va être gentil avec lui puis méchant avec celui-là. Non mais l'erreur méchant avec les jeunes. L'erreur fondamentale aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la ministre des Sports qui aurait dû annoncer cette décision et non pas le président de la République. Et puis avant le match, ils auraient dû le faire avant le match, bien sûr. En disant si jamais ça se prolonge, c'est possible, mais c'est pas méchant. Comment voulez-vous faire passer maintenant un message clair aux Français jusqu'à la fin du mois de juin? Ce soir, on a mensuétude, demain on n'a pas mensuétude. On fait encore un petit effort. Et ça suffit. Plus de 15 jours. Et un auditeur rappelle qu'en Angleterre, ils ont décidé de repousser d'un mois. Alors c'est pour des variants. Oui, c'est pour ça que je suis pas contre qu'on garde ce couvre-feu. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio.